Bonsoir à toutes et à tous. Ça continue à arriver, mais on va commencer tout doucement. Les vendredis soirs, on savait qu'il y aurait des retardataires, mais on va se permettre de commencer afin de pouvoir ouvrir ces premiers états généraux des Briques Rouges. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir à Pons, mais aussi, comme on s'y était engagé, directement retransmis en live sur les réseaux sociaux pour celles et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer et qui pourront le regarder soit directement en live, soit évidemment sur les replays sur le site de la mairie. Il y a un an maintenant, nous nous étions engagés à vous réunir pour pouvoir aborder le sujet des Briques Rouges. Réunir... Oui. Excusez-moi, monsieur, justement, un instant. Je fais l'introduction et vous aurez la parole après. Mais s'il vous plaît, justement, je vais vous répondre à ces questions, mais laissez-moi commencer, sans quoi, écoutez-moi. Non, pas du tout. Mais non. Je ne parle pas de la Garenne-l'Étang, je parle des 4 copropriétés. Mais on y vient. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot des Briques Rouges. Il y a une réalité derrière, mais on pourra en débattre. On y vient. Mais non. Mais justement, c'est... Monsieur... Mais non, ben vous voyez, ça progresse. En l'occurrence, ce soir, l'objectif, c'est justement d'aborder les 4 quartiers. Et nous allons pouvoir débattre des noms, nous allons pouvoir débattre de l'identité, nous allons pouvoir débattre de ce qui vous rassemble, mais d'abord de l'esprit commun qui est celui de la rénovation de ces 4 copropriétés et plus globalement, évidemment, de l'avenir que nous souhaitons tous donner à ce qui rassemble 6 000 habitants sur nos presque 17 000 habitants à Verneuil. Ce soir, on n'est pas là pour faire un tribunal de personnes. On n'est pas là non plus pour parler des questions personnelles. On aura l'occasion en aparté à la fin de le faire, si vous le souhaitez. On n'est pas là non plus pour se prendre la tête sur ce qui peut être des détails techniques et qui seront abordés sur différents comités de pilotage que je vous présenterai juste après. Nous sommes là d'abord pour pouvoir échanger sur l'avenir de vos quartiers et vous donner des résultats concrets dès ce soir, parce que non, vous n'êtes pas un quartier oublié. Et pour vous le démontrer ce soir, nous avons déjà autour de la table les premiers intervenants. Rania Slim, qui est avec moi, pilote le dossier que nous appelons de notre côté les Briques Rouges, mais justement le nom, c'est quelque chose que nous allons aborder ce soir. Et puis, je voudrais remercier M. Madelrieux et Mme Bertrand pour Mille et une vies qui sont à mes côtés et qui vont pouvoir répondre aussi à certaines questions ce soir. Mais au-delà, je voudrais aussi remercier les présidents et les représentants des conseils syndicaux qui sont avec nous au premier rang et plus globalement les syndics et l'ensemble des habitants, propriétaires ou locataires. Avant tout, et pour commencer, avant de vous expliquer comment va se passer la soirée et puis quel est l'objectif de cette réunion, je voudrais commencer par laisser la parole à distance, parce que malheureusement elle ne pouvait pas être là avec nous ce soir, à Madame la ministre Nadia Hay, la ministre de la Ville, qui souhaitait vous adresser un premier petit message. Tous les habitants des Briques Rouges, je tiens à vous apporter ce message pour vous dire que malheureusement je ne pourrai être à vos côtés ce vendredi à la concertation que lance Monsieur le maire Fabien Aufrechter, mais je suis de tout cœur avec vous et j'espère que ce projet qui va être soumis à votre concertation remplira toutes les conditions et toutes vos attentes. En tout cas, je n'en doute pas, compte tenu de l'implication de vos élus sur le territoire, et je vous dis à très bientôt chez vous. Pourquoi nous avons utilisé le mot des Briques Rouges ? Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de mots, de termes, permettant de parler de vos 4 copropriétés. Ce soir, nous pourrons en discuter, et si on en trouve un autre, ça m'ira très bien. Mais pour l'instant, la brique rouge, c'est un matériau historique qui avait été utilisé, puisque, à l'époque, nous étions Verneuil-sur-Seine, à équidistance, vous vous en souvenez, de Poissy et puis de Flins. Et lorsqu'il a fallu construire ces magnifiques immeubles, puisqu'à l'époque, c'était des immeubles de rêve, il faut dire comme les choses sont, eh bien, ce matériau avait été privilégié puisque nous sommes à côté de la maison d'Émile Zola, et donc il y avait un petit clin d'œil à l'histoire.
Aujourd'hui, ces 4 copropriétés rassemblent 1452 logements qui sont répartis sur 4 ensembles, le Parc Noir, la Garenne-l'Étang, les Pâtures, Bazincourt, le Manoir. Il me semble important de commencer par vous préciser que nous allons parler d'un sujet qui est complexe. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, sur chacune de ces copropriétés, nous avons des copropriétaires et de locataires. Nous avons un bailleur qui est unique, c'est pour ça qu'il est ici à mes côtés, à savoir Mille et une vies. Et puis nous avons des syndics qui sont différents par copropriété, parfois Mille et une vies Habitat comme à Bazincourt le Manoir ou au Parc Noir, et puis Foncia à la Garenne-l'Étang et Nexity au Pâtures. Aujourd'hui, des travaux ont déjà été enclenchés petit à petit sur certaines de vos copropriétés. Des gros travaux de chaufferie, des gros travaux d'amélioration de la qualité de votre vie. Et vraiment, je voudrais commencer par ça, par remercier celles et ceux qui, souvent bénévolement, font vivre vos quartiers. Il ne faut surtout pas négliger ce qu'ils vous apportent et plus globalement, ce qu'ils apportent à la ville. Mais le problème, c'est que à partir du moment où nous parlons de chacune de vos copropriétés, il n'y a pas d'unicité. Alors même que les bâtis, les constructions sont identiques et que souvent les problématiques que vous rencontrez sont partagées par chacune des 3 autres copropriétés. C'est pour cette raison que nous avons souhaité lancer une démarche qui commençait par une remontée de vos doléances et qui est suivie aujourd'hui par d'abord ce compte-rendu que nous allons commencer par vous présenter, à savoir un questionnaire que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres. Rania, je te laisse la main pour nous présenter la démarche et ensuite nous allons présenter ensemble les résultats qui sont assez intéressants. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Parfait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour votre présence en cette première réunion des États généraux. Tout d'abord, sachez que ce projet me tient particulièrement à cœur, d'autant plus que j'habite dans ces quartiers. Durant notre campagne, mais aussi au cours de nos porte-à-porte, à travers nos échanges, nous avons évoqué la promesse de mettre en place une consultation citoyenne afin de voir les problématiques, de mieux comprendre votre réalité en vous donnant la parole. Dans la continuité, nous avons voulu vous consulter, ensuite vous rendre compte à travers celle-ci. Le but, notre rôle est de vous rassembler, vous accompagner durant ce projet. Cette consultation citoyenne comporte donc 2 phases. Celle-ci étant la première phase d'analyse qui comporte une synthèse de vos réponses. L'autre aura pour but de recueillir les idées pertinentes, l'évaluation, le coût ainsi que la durée de ces travaux, afin d'avoir un meilleur confort de vie et d'assurer la réhabilitation nécessaire. Pour commencer, je voudrais d'abord remercier à la fois vos conseils syndicaux, mais aussi vous toutes et tous. Si on avait dû faire un pari, vous savez, quand on lance un questionnaire, généralement, quand on a 5 à 10% de participation à des questionnaires, on est très content. Sur l'ensemble de vos copropriétés, vous êtes en l'occurrence plus de 15% à avoir joué le jeu avec des proportions semblables, on ne va pas rentrer dans les détails, entre propriétaires et locataires. Il y a des disparités par copropriété, mais peu importe, vous avez été très nombreux à jouer le jeu. Ce soir, on voudrait d'abord commencer très rapidement par balayer la synthèse des réponses pour vous donner de manière tout à fait transparente vos constats. Le premier de ces constats portait sur l'isolation. Et je te laisse peut-être, Rania, on va faire la lecture à 2 voix. La première question, c'était « Avez-vous un problème d'isolation thermique et ou phonique ?» En l'occurrence... Effectivement, nous avons une réponse, un oui à 77%. C'est le cas des 4 copropriétés. C'est quelque chose qui est peut-être pas une surprise, je pense, pour celles et ceux qui y habitent. Mais en l'occurrence, le résultat est sans appel et on va voir que ce n'est pas toujours le cas sur l'ensemble des réponses, mais qu'il s'agisse de l'isolation ou encore une fois de l'humidité. Si on regarde les résultats de l'humidité et de la moisissure, nous sommes sur des proportions... Effectivement. La question suivante, avez-vous constaté de l'humidité, de la moisissure sur les murs, au plafond dans votre logement ? On a donc plus de 55%, et puis quelque chose sur les 4 copropriétés qui est à peu près la même chose. Quand vous regardez, les proportions sont sensiblement identiques, ou en tout cas, le problème est réel sur l'ensemble de vos copropriétés. Il n'y a pas un problème d'une copropriété, nous avons un sujet sur les 4.
De manière complètement liée, la question suivante était: avez-vous constaté une déperdition de chaleur dans vos logements? Effectivement, vos réponses regroupent un oui à 60%. Et on voit que le souci est commun pour les 4 propriétés. Là où, par contre, la question suivante, qui était celle des chauffages, est assez intéressante puisque nous avons ces résultats. Donc, avez-vous connu des problèmes de chauffage collectif? Nous avons rencontré un oui à 60%, et ceci dans les différents copropriétés. Mais pour le coup, vous le constatez, nous avons des copropriétés qui ont déjà fait un très très gros travail, puisque vous avez par exemple certaines où le problème est nettement plus maîtrisé. On voit par exemple aux pâtures où les chaufferies ont été un travail qui a été priorisé, et les copropriétaires comme les locataires le notent. Évidemment, les chiffres sont imparfaits, mais on voit en tout cas que les réalités sont toujours prises en compte et en tout cas vécues par les habitants. Effectivement. Le sujet suivant, c'était sur la vétusté des espaces communs. Les halls d'entrée, les cages d'escalier, les caves, les locales à poubelles. Et là, encore une fois, les résultats sont... Donc, nous avons rencontré un oui à 70%, puisqu'on voit que le sujet est commun à tous. Vous avez tous répondu avec un taux de réponse qui équivaut pour les 4 propriétés. Et on voit que c'est un réel souci, effectivement. Par contre, il y a un problème que certaines personnes nous avaient remonté très très fort durant la campagne, mais pour le coup, qui n'est pas ressenti de manière identique, c'est celui des canalisations. On s'est demandé si vous rencontriez énormément de problèmes de canalisation et d'odeurs nauséabondes, comme cela avait pu être remonté parfois. Et là, pour le coup, vous êtes 60% à nous avoir dit non. Effectivement. Le sujet est sensiblement différent par copropriété. Il y en a où le sujet reste important, mais en tout cas, dans les grandes masses, on voit, et malgré la disparité, on voit par exemple la copropriété du manoir a bien traité le sujet déjà, mais par exemple que certaines autres doivent être complétées. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul sujet. Si on a la problématique d'étanchéité de vos logements, portes et fenêtres, les résultats, encore une fois, étaient les suivants, où les problématiques existent, mais plus globalement, les sujets sont déjà souvent pris en main, parfois directement par les conseils syndicaux, parfois aussi par le bailleur, et globalement, on est plutôt sur un non, et je pense qu'on peut aussi se féliciter lorsque certains sujets sont réglés. Au-delà de la rénovation, on a souhaité aussi en profiter par ce questionnaire pour vous poser quelques questions qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, annexes, mais qui sont toujours intéressantes à connaître. L'une d'entre elles était celle de la sécurisation de vos copropriétés, pour savoir si c'était un vrai sujet ou pas du tout, savoir quelles doivent être nos priorités. Et en l'occurrence, je te laisse la main. Oui, effectivement, nous avons eu un taux de réponse à un oui à 81%. Vous êtes nombreux à solliciter une meilleure sécurisation de votre copropriété. Et on voit que les chiffres sont sans appel, pour le coup, et en particulier des chiffres très très forts pour la Garenne, l'étang et les pâtures, évidemment, mais bon, suivi de près par les deux autres. On a un sujet qui d'ailleurs se reflète sous un autre prisme qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de la question de la sécurité, on y reviendra tout à l'heure, nous avons sans doute des besoins différents, notamment de médiation, puisqu'à la question « souhaiteriez-vous voir dans les quartiers un travail de médiation réalisé ?», nous avons une très forte demande, qui est d'ailleurs sensiblement la même, encore une fois, pour les 4 copropriétés. Et je voudrais revenir sur la continuité, c'est-à-dire qu'au-delà de la médiation et de la sécurité, il y a un problème, à mon avis, qu'on aura l'occasion d'aborder, on vous écoutera, qui est celui de la tranquillité. Parce que Rania, en l'occurrence, lorsque nous vous avons demandé si vous souhaitiez avoir une équipe d'intervention pour lutter contre les nuisances extérieures et la préservation de vos espaces verts, là, encore une fois, vous avez été nombreux à solliciter donc, cette équipe d'intervention, puisque nous avons un oui à 73%, et les différents, effectivement, copropriétés le sollicitent aussi, peut-être un peu... Je dirais, un peu moins dans les 50%, mais vous êtes très nombreux à la Garenne-l'Étang, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être fait d'un seul coup, hein, qu'on se tienne les choses pour dites, mais c'est intéressant déjà de comprendre quels sont vos problèmes, encore une fois. Donc, c'est vraiment la première phase, d'essayer de comprendre les besoins. On va terminer avec encore 2 questions qui nous permettront d'avoir le panorama global et de savoir ensemble déjà de quoi on parle avant d'embrayer. Et en l'occurrence, on s'était amusé à poser la question, est-ce que vous seriez intéressé par avoir des infrastructures, j'en sais rien, du City Stade
à du sport, du choses de loisirs en périphérie de votre résidence? Est-ce que c'est des choses que vous souhaiteriez? Et on voit qu'à première vue, le chiffre semble sans appel, puisqu'il y a plutôt une opposition qui est tout à fait légitime. Mais on voit dans le détail, et c'était assez intéressant, que par copropriété, le besoin existe ou n'existe pas, en particulier à la Garenne. On voyait qu'il y avait plus de la moitié des répondants qui souhaitaient qu'on puisse imaginer des infrastructures à proximité. Alors, pour l'instant, il n'y a rien de précis, il n'y a pas de projet, hein, encore une fois, mais c'est juste intéressant toujours de savoir quelles sont les envies, quels sont les besoins des habitants de ces 4 copropriétés. Ça représente quand même un tiers des habitants de la ville. Ce n'est pas négligeable, et connaître vos intérêts, vos besoins, c'est toujours quelque chose qui est très important. Et on va terminer avec la dernière question qui fait le lien. On s'était posé la question, puisque c'était quelque chose qui était remonté très fort durant la campagne. Est-ce que vous souhaiteriez, envisageriez la création d'un jardin potager avec des possibilités de location de parcelles dans votre quartier? Et là, Rania, je te laisse. Alors là, nous avons rencontré une réponse, un non à 51%. Effectivement, je pense que les besoins ne sont pas très urgents, mais on a voulu... Cela dit, ce qui était amusant, c'est que derrière cette réalité, vous avez une disparité, et en l'occurrence des copropriétés où il y a des vraies envies. Et en particulier à la Garenne, mais aussi aux pâtures, mais à la Garenne, plus de la moitié, encore une fois, d'envie d'avoir ce type de choses. Alors, avant toute chose, on va parler d'abord de la rénovation de nos quartiers. On va parler de l'avenir de nos quartiers et je vais répondre aux questions. Qu'est-ce que la ville va faire pour vous et qu'est-ce que la ville a à faire dans cette histoire? Mais avant, je souhaiterais que le micro, je ne sais pas où il est, que le micro puisse être passé à une personne qui va intervenir dès à présent, puisqu'elle devra se sauver après, et nous remercions déjà de sa présence. Puisque vous avez été nombreux à souligner le sujet de sécurité, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vos quartiers ne sont pas des ghettos, monsieur, et en l'occurrence, il fait bon vivre, donc ce n'est pas la question. Mais puisque le sujet remontait très fort, je voulais avoir le point de vue non pas seulement des habitants, non pas seulement de la ville, je dirais mon point de vue, mais en profiter, puisqu'elle est parmi nous, pour donner la parole à Madame la commissaire de Conflans, qui pourra ainsi dire un mot sur la manière dont l'État aussi est engagé et les sujets qui sont rencontrés par l'État et la police en particulier sur vos territoires. Merci beaucoup, Madame la commissaire. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Donc, je suis Madame Ferré, commissaire divisionnaire de police. Je suis accompagnée du commandant Sens, qui est chef également des unités d'appui et opérationnelles du commissariat. Le commissariat que je gère, donc, qui est basé à Conflans-Sainte-Honorine, c'est un commissariat d'agglomération. Donc, on gère 12 communes, dont Conflans, Poissy, Carrières, Achères, Échanclou et Verneuil-sur-Seine. Près de 200 000 habitants au total, pour des effectifs qui sont mutualisés. Alors, je n'ai pas forcément une analyse, je ne vais pas vous communiquer des chiffres très poussés, je pense que ce n'est pas ce qui vous intéresse dans votre quotidien. L'activité, en tout cas, que nous avons déployée cette dernière année, a été accentuée sur vos quartiers, le quartier des Briques Rouges et de la Garenne notamment, suite aux demandes particulières de la mairie, des bailleurs également, aux diverses demandes qui nous remontent à travers les groupes que nous menons régulièrement, ce qu'on appelle les GPO, auxquels participent pas mal de partenaires, la police municipale, la mairie, et qui sont notamment animés par le commandant Sens ou son adjoint, le commandant Brandenburg. Ces GPO permettent de soulever des problématiques et d'entamer d'ores et déjà en réunion les amorces des réponses qu'on va pouvoir y trouver ensemble. Donc toutes les actions qu'on a menées cette année, l'année qui s'est écoulée, ont été orientées dans ce sens. Elles sont diverses et variées. Elles ont concerné les rodéos motos, le trafic de stupéfiants, mais notamment, et ce qui remonte très régulièrement, ce sont les attroupements de personnes, de jeunes, qui d'ailleurs, au cours de l'année, ont été amenés à se déplacer au fur et à mesure des actions que nous menons. Donc ça, c'est typique, mais c'est un problème un peu insoluble en soi, malgré tous les contrôles que nous faisons, les verbalisations. On a fait cette année, et l'année n'est pas terminée, donc sur les 10 mois, on a fait 99 opérations, et je ne parle que du quartier, hein, je ne parle pas de l'ensemble de la commune,
Sur vos quartiers, on a fait 99 opérations de contrôle, de verbalisation, de recherche de stupéfiants dans les parties communes. On a interpellé une vingtaine de personnes, on en a verbalisé une cinquantaine. On en a fait déplacer d'un endroit à l'autre à peu près 70 au fur et à mesure de nos patrouilles ou de nos opérations. J'insiste sur la nécessité, parce que ça c'est... Donc, on travaille avec les effectifs qu'on a en commissariat, hein, bien sûr. Donc, je ne vous cache pas qu'on engrange une baisse importante depuis 2 ans des effectifs. Donc après, on fait avec ce qu'on a. Bien que nos patrouilles et nos unités d'appui soient dirigées très régulièrement sur la commune de Verneuil et particulièrement le quartier de la Garenne et des Briques Rouges. Mais on compte, et c'est très important, sur la remontée de l'information et le partage d'informations. Donc c'est ce qui se passe à travers les groupes de travail tels que les GPO ou les bailleurs, la remontée d'informations de la part des bailleurs, de la part de la police municipale, de la part de toute personne qui vit au sein de ces quartiers. Donc cette remontée est importante. Et j'insiste également sur les appels 17, puisque nous ne pouvons pas être là 24 heures sur 24. Les appels 17 sont toujours très importants pour nous, dès lors qu'il vous semble opportun qu'on puisse intervenir. Ils sont anonymes, ils peuvent être anonymes. Voilà, et après, on met en place et on fait diligenter une patrouille disponible dans la mesure de ce qu'il est possible de faire. Mais on note toujours une proportion qui n'est pas forcément très importante de ces appels, alors qu'ils ils peuvent être très précieux. Je voudrais juste en profiter pour vous poser une question, et avant de vous laisser filer, parce que je sais que vous avez une soirée chargée. Il y a une question qui a été soulevée par de très nombreuses copropriétés, qui était: est-ce que nous devons, pour améliorer notre sécurité, fermer nos copropriétés, les grillagers, mettre des barrières, ou au contraire, réfléchir à des ouvertures? Quel est le point de vue de la police sur les sujets fermeture ou pas des copropriétés? Alors, je ne vais pas avoir une réponse complètement tranchée, parce que la simple fermeture d'une copropriété en soi n'est pas forcément suffisante. Une fermeture accompagnée d'une présence humaine, d'un gardiennage, de vidéos, fera un ensemble clairement plus sécurisé qu'un ensemble ouvert, c'est évident. Le simple fait de grillager ou de fermer, après, je ne sais pas ce qu'en pense le commandant, il a l'air d'approuver. Je ne suis pas sûre que ça suffise. Mais l'inscrire dans un ensemble plus de sécurité humain également, voilà, comme ça peut se faire ailleurs, hein, sur d'autres communes. Alors, ça reste rare, mais ça se fait. Forcément, ça amène un niveau de sécurité plus important. Et je crois que c'est le commandant qui me l'avait pointé. Il y avait en particulier, c'était aussi ça que je voulais avoir votre avis, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait des difficultés pour la police nationale d'intervenir sur certaines copropriétés du fait de la fermeture et le cloisonnement de celles-ci. Alors, je vais passer la parole au commandant, puisque Merci. c'est celle qui vous l'avait suggéré. Mais forcément, évidemment qu'après tous les obstacles, on va dire, matériels qui vont être ajoutés entre la copropriété et son accès, vont forcément avoir des conséquences. C'est pour ça que je vous disais que le simple fait de fermer n'apportera pas grand-chose. Fermer avec une présence humaine à l'intérieur, quelqu'un qui va pouvoir ouvrir, qui va pouvoir nous recevoir rapidement, qui va pouvoir donner des alertes, de la vidéo, qui vont pouvoir enregistrer, forcément tout ça a un intérêt. Mais simplement fermer une copropriété, oui, ça rajoute un obstacle entre les forces susceptibles d'intervenir, mais pas que nous d'ailleurs, hein, les pompiers. Donc il y a beaucoup de choses après à réfléchir sur ce genre de projet. Alors nous, on a quelqu'un au niveau du commissariat, mais je sais que vous êtes en contact avec, qui est un référent sûreté, qui est le brigadier chef Undiano, qui travaille, qui peut accompagner les bailleurs, les mairies, toute institution qui le souhaite dans ce genre de projet, pour expliquer, pour prodiguer des conseils et pour en expliquer avec son expérience ce qu'il est judicieux de faire ou pas. Et justement, je vais en profiter d'abord pour vous remercier, mais aussi pour vous faire la première annonce de la soirée, à savoir que, étant donné en particulier que le sujet a été remonté sur la Garenne-l'Étang, le conseil syndical nous l'avait fait remonter, beaucoup d'habitants aussi, la police également. Ce que nous allons faire en jonction avec la police nationale, puisque l'expertise est principalement de leur côté, la ville
va lancer dans les tout prochains jours, dans les prochaines semaines, une première étude qu'elle portera en tant que ville, au nom de la ville, mais évidemment main dans la main avec la copropriété, pour réfléchir à l'accessibilité, les mobilités sur la copropriété de la Garenne-l'Étang, puisque nous avons un sujet qui dépasse la copropriété, qui est celui de la ville, dans la mesure où vous avez vu les gros travaux qui ont été lancés à la Faisanderie et tout ce qu'ils impliquent, en particulier en termes de mobilité et de stationnement. Pour éviter que les choses s'embourbent, nous allons la prendre financièrement nous-mêmes de notre côté, afin que cette étude puisse être lancée très vite et que des propositions puissent vous être présentées avant l'été. Donc je voudrais vraiment remercier Madame la Commissaire, et je ne sais pas s'il y a des sujets. Je peux répondre aux questions s'il y en a. Il y a des mains qui se lèvent au fond. On va prendre le deuxième micro. Bonsoir. J'aurais juste voulu savoir, par rapport aux jeunes qui squattent les résidences, si vous dites que vous faites des contrôles d'identité, j'aurais juste voulu savoir s'ils viennent tous de Verneuil ou c'est des jeunes aussi qui viennent des communes d'à côté. Merci. Bonsoir. Donc la majorité des jeunes que nous contrôlons au niveau des résidences des Briques Rouges habitent le quartier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, si vous avez... Il y a des mains qui se lèvent à gauche. Désolé, on va faire courir ma directrice de cabinet. Levez les mains, levez les mains. Conseil syndical de la Garenne. La question que je me pose, parce que j'ai l'impression qu'avec les jeunes, on joue un petit peu au chat et à la souris. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une solution de médiation, de manière à ce qu'il y ait une certaine pédagogie avec ces jeunes, pour qu'il y ait un échange et expliquer un peu le malaise? Parce qu'on a l'impression que ces jeunes-là, ils ne comprennent pas le malaise. Eux, ils sont là, ils sont contents, ils sont entre eux, mais nous, c'est entre le bruit, les odeurs, c'est un petit peu difficile. Alors, je vais en profiter et je laisserai la commissaire rebondir pour vous dire qu'au-delà des actions de la police municipale et de la police nationale, nous sommes en train de lancer une opération de médiation, mais on aura besoin de vous, des conseils syndicaux pour pouvoir le faire. On ne peut pas le faire sans vous. On va lancer une association de médiation sur la ville. Les choses sont en train de se structurer. Nous allons partir avec des personnes que nous allons former et qui habiteront dans vos quartiers. Donc, c'est vraiment des personnes des 4 copropriétés qui participeront à ces opérations de médiation. La réponse est vraiment oui, et vraiment on travaillera main dans la main avec la police nationale qui, pour le coup, saura en plus aider, cadrer, former, nous aider à être au mieux sur le terrain. Merci. Je voudrais juste dire, je pense que pour tous ces jeunes, dans toutes les copropriétés, c'est dans un premier temps une question d'éducation et de présence quand même suffisamment importante des parents. Donc je me demande, j'ai 2 choses qui me viennent. La première, est-ce qu'il ne serait pas possible d'établir une petite charte de choses à respecter avec des interdictions, parce qu'on est aujourd'hui, il ne faut jamais rien interdire. Je suis désolée, on ne tue pas son voisin, on ne lui fiche pas une claque, etc. Bon, 2 choses à respecter, les gens, l'environnement, la nature, etc. Et que de ne pas jeter des bouteilles de bière. Moi, je sais que j'habite à Garenne, on voit de plus en plus des bouteilles un petit peu partout, etc., etc. Et donc, il faudrait peut-être une charte où chaque résident signe cette charte en présence de leurs enfants, et que s'ils ne respectent pas, il y a une petite amende ou quelque chose, en tout cas, qui va se passer. Première chose, en quelque sorte, pour les motiver. Et puis ces jeunes, souvent, ils ne savent pas quoi faire de leurs 10 doigts et de leur journée. Vous parlez de jardin, vous parlez de... Pourquoi on ne leur demanderait pas de participer à à ramasser tout ce qui ne va pas dans les résidences,
Ça se fait dans toute la France, là, actuellement. Il y a plein de jeunes qui vont ramasser les déchets dans les rivières, près, etc., ou leur donner peut-être un petit territoire pour qu'ils fassent pousser des choses. Enfin, en quelque sorte, les motiver et qu'ils fassent partie de cette résidence à part entière et qu'ils en aient aussi une responsabilité. C'est une idée comme ça. Je vous remercie vraiment de votre proposition. Il se trouve, j'ai mon adjoint à la jeunesse qui est à côté au premier rang. Il y a plusieurs actions qui sont en train d'être menées en l'espèce sur la ville tout entière et pas que sur vos quartiers pour notre jeunesse. Il me semble important de vous dire que la manière dont nous allons travailler est la suivante, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce n'est pas la ville qui va prendre... La ville va prendre sa part, mais ce n'est pas la ville qui va prendre la place de vos conseils syndicaux, des syndics, du bailleur. Toutes ces belles idées, moi je vous invite à les exprimer aux AG et à vos conseils syndicaux. Je suis prêt aussi en tant que ville à aider vos conseils syndicaux ensuite à les déployer s'il y a des besoins. De notre côté, nous n'allons rien vous imposer. Et j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera strictement, plus spécifiquement de la rénovation. La ville n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Et ces idées, je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, je vous laisse en parler entre vous dans votre copropriété ou dans chacune des copropriétés, vous faire votre avis et nous appeler en tant que ville si vous avez des besoins. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vois encore une main qui se lève et puis ensuite on pourra peut-être passer une ou deux mains. Je vous en prie. Je voulais juste mentionner quelque chose qui s'est produit il y a 1 jour et demi dans notre copropriété à la hauteur du parking du bâtiment des Saules au niveau de la barrière des Bleuets. Il y a eu une réunion d'une trentaine de jeunes. Et ils ont fait. Donc il y avait d'ailleurs un encadrement de la police nationale. Donc je pense qu'ils ont dû faire une réunion sur Facebook ou quelque chose comme ça, que la police a dû être au courant, ou peut-être que des personnes ont appelé tout simplement. Mais ils ont fait tirer des tirs d'emplâtre, là, vous savez, ce qu'on utilise pour chasser les oiseaux que les agriculteurs utilisent, qui ça fait de la lumière et des gros bruits. Donc ça c'est très dangereux, formellement interdit, ça peut tuer des gens. Apparemment, en parlant avec des personnes, ça se fait beaucoup apparemment dans les cités, à Chanteloup, ils font ça aussi. Et du coup, je me demandais si c'était vraiment que des jeunes de notre cité, enfin de nos quartiers, ou s'il n'y avait pas quand même des réunions qui venaient d'ailleurs. Alors, je me permets de rebondir sur le mot parce que j'ai dit pas ghetto, mais pas cité non plus. Hein. mais peut-être que vous pouvez répondre. En fait, c'est la personne qui me dit que ça se fait beaucoup dans les cités de Chanteloup. Donc, oui. Voilà, c'est pour ça. Bon. Je n'assimile pas nos quartiers à une cité, ceci étant. Alors, pour répondre à votre question, j'étais sur place, donc c'était mercredi. Donc, nous avons fait une opération dans le quartier avec nos effectifs, avec un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants. On est resté un long moment. Donc, nous sommes d'abord passés à Allée des Sols, puisqu'effectivement, c'est la grosse problématique qui remonte actuellement du quartier. Allée de la Garenne. Et ensuite, nous sommes allés des Tamaris. Donc, comme tous les effectifs étaient à cet endroit à ce moment-là, effectivement, ce qu'ils ont fait, c'est un tir de mortier, voilà, ce qui effectivement a lieu dans de nombreux quartiers. Donc, c'était certainement pour montrer leur désapprobation de nous voir longtemps dans le quartier et d'avoir fait peut-être une découverte qui les embêtait un petit peu. Mais pour info, nous sommes intervenus rapidement. Des renforts sont arrivés. La difficulté de votre quartier, c'est que il est étendu. Il y a des possibilités pour partir très rapidement, se dissimuler très facilement. Donc nous n'avons pas trouvé les individus, mais par contre, effectivement, nous avons contrôlé, puisque nous avons été appelés ensuite pour une rixe à Allée des Sols. Nous sommes intervenus très rapidement et grâce notamment à vos appels 17, puisqu'on a eu pas mal d'appels des résidents. Nous avons pu contrôler 8 jeunes qui habitent le quartier. Voilà. Il n'y avait rien à leur reprocher, ils n'avaient rien sur eux, donc nous avons juste fait des contrôles d'identité et on leur a demandé de rentrer chez eux. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ces choses-là? Parce que c'est quand même dangereux, quoi. On n'utilise pas des explosifs comme ça. Et on n'achète pas ça au coin de la rue, de toute façon. Alors, la problématique des mortiers, c'est une problématique qui aujourd'hui est nationale. Sur les 12 communes que nous gérons, que nous rencontrons plus particulièrement sur certaines communes, mais qui est une problématique qui se banalise. Les mortiers, comme vous le soulevez, c'est un artifice. C'est quelque chose qui n'est normalement pas en vente libre, mais qui se trouve n'importe où. En effet, qui s'achète sur Internet, qui s'achète au coin de la rue.
malheureusement, pour reprendre votre expression, et qui est extrêmement dangereux, alors qu'on est destinataire et on est visé à chaque fois. Et pour l'instant, on passe entre les mailles de quelque chose qui peut être dramatique. J'ai déjà eu des effectifs de blessés, de brûlés au mortier. Pour l'instant, je touche du bois, on passe à côté d'un événement dramatique, mais un jour, ça va arriver, parce qu'un mortier, ça tue. Un mortier reçu dans un bras, ça ampute du bras. Un mortier reçu dans le thorax, ça tue quelqu'un, à la tête aussi. Voilà. Je rappelle que toutes les années, il y a des jeunes qui, en manipulant des mortiers qu'ils veulent tirer sur la police, se tuent. Ça a été le cas encore l'année dernière. Mais pour reprendre, par contre, votre étonnement et votre expression, eh bien, malheureusement, aujourd'hui-ci, les mortiers s'achètent au coin de la rue et se revendent de la même façon. Et c'est devenu une infraction pénale. Mais pour le coup, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre les mortiers, je pense que je vais reprendre les mots de la dame qui était très juste. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème, j'ai envie de dire, de voisinage. Quand vous avez des jeunes qui rôdent, etc., la plupart du temps, ce sont des jeunes que vous connaissez, qu'on connaît. Même moi, quand je me promène, ça m'est arrivé la nuit pour rencontrer ces jeunes. C'est souvent pas des inconnus, et souvent, ce ne sont pas des jeunes qui viennent d'autres quartiers. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais en l'occurrence, c'est très important aussi que nous, adultes, puissions passer des messages forts à la jeunesse, pas seulement de désapprobation, ça n'a pas beaucoup de sens, mais vraiment de clarté sur ces différents sujets. Je vois des mains qui se lèvent, on prend peut-être une dernière question sur la sécurité, et puis ensuite, on a beaucoup de choses à dire sur la rénovation des quartiers. Une dernière question, allez. Oui, bonsoir. Donc, je suis assez étonné de cette soirée, puisque bon, je pensais qu'on allait parler essentiellement de rénovation. Puis Absolument. la première chose dont on parle, c'est de contrôle policier dans nos quartiers. J'ai 3 enfants, et je suis désolé, ils sont jeunes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un danger jeune dans nos quartiers. C'est assez insupportable, c'est-à-dire que là, tout récemment, on a même eu une visio-conférence avec vous, monsieur le maire, où vous parliez même de bandes de jeunes à travers le quartier. En fait, vous nous faites peur avec cette situation. Et moi, je ne tiens pas à ce que mes gamins soient contrôlés systématiquement. Et si vous mettez ça en place, est-ce qu'il y aura une possibilité de cibler les jeunes du quartier, je ne sais pas, en mettant un bonnet rouge, par exemple, pour qu'ils ne soient pas systématiquement contrôlés parce qu'ils sont jeunes? Donc, le discours qu'il y a depuis le début de la soirée est assez insupportable. J'aimerais bien qu'on passe dans le sujet principal de la soirée, la rénovation et Bien sûr. les projets que vous avez déjà mis en route. Tout à fait. Avant la concertation. Et je vous l'avais dit, la sécurité n'est qu'une parenthèse, mais il me semblait important d'y répondre. Mais en l'occurrence, si je puis me permettre, vous avez raison, l'idée n'est pas de contrôler les jeunes qui ont très bien le droit de faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que nous avons une recrudescence de problématiques qui s'incarnent et qui s'illustrent par les résultats que nous vous avons montrés, et c'était pour y répondre que nous souhaitions naturellement pouvoir faire cette petite parenthèse qui n'est qu'une parenthèse dans la soirée. Juste pour répondre à monsieur, les termes que j'utilise en majorité, ce n'est pas le terme de jeune, mais d'individu. Donc je ne fais pas de différence entre les âges, sauf pour une question pénale. Les réponses pénales ne sont pas les mêmes entre les mineurs et les majeurs. Et les critères pour contrôler des individus ne sont pas ceux de la jeunesse, mais ceux du lieu où ils se trouvent ou de la raison pour laquelle on nous appelle. Voilà. Mais en l'occurrence, si je puis me permettre, lorsqu'il y a des jeunes, parfois même mineurs, qui à 2h, 3h du matin sont avec des mortiers dans certains espaces, oui, je pense qu'il y a un problème. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Merci beaucoup, je vous en prie, merci à vous. Et je vous propose de rentrer maintenant dans le dur du sujet, qui était celui de la rénovation, en commençant par aborder le sujet de la démarche, en expliquant certaines questions que vous nous avez posées. Pourquoi la ville intervient? Quels sont les partenaires? Comment la ville va accompagner les copropriétaires et surtout, évidemment, quelles sont les prochaines étapes. Pourquoi la ville intervient? Évidemment, parce que vos quartiers sont des copropriétés privées. Par définition, la ville n'est pas censée intervenir. On va se dire tel quel. Au regard de l'histoire de vos quartiers, qui représente quand même 1/3 des habitants de la ville, il nous semble pourtant important de ne pas dédaigner vos quartiers et de les intégrer à l'ensemble de nos réflexions, que ce soit des réflexions de rénovation, des réflexions sociales, des réflexions d'environnement, etc. Historiquement, vous savez, vos quartiers, c'est une part importante de notre ville. Historiquement, mais aussi de par la composition mixte et sa richesse, puisque nous avons des copropriétaires, des locataires
des jeunes, des personnes plus âgées. Et ça, c'est d'une certaine manière l'incarnation de la richesse de notre ville, structurée dans sa diversité. Pour notre part, nous considérons que les briques rouges, que ces 4 copropriétés, ont été relativement abandonnées pendant des dizaines d'années. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que nous sommes face à des chiffres, vous les avez vus, qui parlent d'eux-mêmes. Et lorsqu'on arrive, nouvellement élu, ce qui était notre cas, qu'on découvre cette situation qui n'est pas acceptable et qu'on reçoit au quotidien des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages parlant d'insalubrité, d'humidité et plus globalement de l'état de vos bâtiments, on ne peut pas rester les bras croisés, même si c'est privé. J'ai eu l'occasion de rencontrer vos 4 conseils syndicaux qui font un travail formidable dans leur entièreté. Et on s'est rendu compte que souvent, les sujets étaient les mêmes, et vous l'avez vu dans les chiffres. Et nous, en tant que ville, nous considérons que nous avons donc un devoir qui est celui d'organiser une réflexion non pas quartier par quartier, non pas copropriété par copropriété, mais ensemble, parce que 4 copropriétés coordonnées, c'est ça qui nous permet derrière d'obtenir des subventionnements massifs qui permettront vraiment de répondre à vos besoins, qui sont d'abord financiers pour pouvoir parler de la rénovation de vos quartiers. Et d'ailleurs, la ville ne va pas intervenir seule. Elle ne va pas intervenir seule parce qu'elle ne peut pas intervenir seule. La compétence logement est celle de l'intercommunalité Grand Paris Seine-et-Oise. Les subventions viendront de l'ANA et du soutien du gouvernement. Nous travaillons avec le ministère du Logement, le ministère de la Ville, et puis bien sûr, rien ne sera possible sans un appui fort du bailleur à qui je passerai la parole dans quelques instants. C'est ensemble seulement que nous pouvons trouver la solution, car on le constate, toute seule, chaque copropriété, depuis près d'un demi-siècle, n'a pas trouvé la solution. Et d'ailleurs, force est de constater que même sur d'autres communes, où les problématiques sont les mêmes, seul, on n'y arrive pas, ensemble, on a une chance. Comment la ville va vous accompagner, et en particulier accompagner les copropriétaires ? D'abord, comme je le disais, en créant un réseau de partenariats avec différentes institutions sans lesquelles nous ne pouvons pas avancer. Ensuite, en rendant possible ce qui était impossible. Puisque je me souviens, dans les tout premiers mois de mon arrivée à la mairie, j'avais rencontré M. Madelrieux, de chez Milieu Vie, qui m'avait dit qu'il n'y a pas de dialogue, et s'il n'y a pas un chef d'orchestre pour pouvoir avancer sur la rénovation de ces 4 copropriétés, on n'y arrivera pas. On m'avait dit que c'était impossible, et ce soir, je suis assez ravi, pour tout dire, d'avoir dans la salle l'ensemble des interlocuteurs. Comme quoi, c'est possible, et comme quoi, ça avance. Et puis aussi, la ville va faire quelque chose qui ne se fait d'habitude pas. Je le dis comme je le pense, mais sans quoi on ne va pas y arriver. Nous allons prendre en charge, financièrement parlant, les premiers diagnostics nécessaires à la recherche des financements ultérieurs. Nous allons faire, nous, ville, un effort, parce qu'on ne va pas laisser un tiers de nos habitants face à un problème qui semble insoluble. C'est à nous de nous débrouiller pour trouver les solutions. Alors ça ne va pas être facile, et on va y aller par étapes. Actuellement et en transparence, la ville et les différents partenaires que j'ai mentionnés sont en train de travailler pour finaliser avant Noël le montage le plus pertinent pour pouvoir lancer une étude qui sera le socle de la recherche des subventions. Une fois que le prestataire aura été choisi, les appels d'offres doivent être lancés avant Noël. L'objectif est d'avoir vraiment dans la foulée le prestataire et d'avoir surtout les résultats de l'étude, une fois le montage financier arrêté côté mairie et les marchés de maîtrise d'œuvre lancés, avant l'été. Retard n'est pas impossible, mais on va se fixer avant l'été d'avoir les premières études pour que ensuite la ville puisse porter la recherche des subventions au nom des copropriétés, avec le bailleur, avec GPSEO et avec l'ANA. Et je voudrais les remercier, puisque sans GPSEO, on n'y arrive pas, la compétence logement est de leur côté. Sans l'appui de l'ANA au quotidien, on n'arriverait même pas à faire les premiers dossiers pour pouvoir ensuite monter les études. Et puis, sans les techniciens de part et d'autre, il n'y a pas de possibilité. Si la ville est prête à faire ce travail d'étude pour vous aider à aller chercher les subventions, c'est parce que nous considérons qu'il n'y a pas de possibilité d'envisager une rénovation de votre quartier en faisant peser l'entièreté de la charge sur vous. J'ai envie de dire, pour les locataires, c'est plus facile peut-être, puisque le bailleur doit prendre ses responsabilités, j'y viens dans un instant. Mais pour les copropriétaires, s'ils ne peuvent pas suivre, nous savons et nous imaginons les conséquences, ce n'est pas possible.
C'est pourquoi nous devons trouver des montages financiers qui nous permettent d'avancer vite. À cet effet, il nous fallait un quartier pilote, parce qu'il faut bien commencer par un bout. Nous avons discuté avec les copropriétés. Il se trouve que, historiquement, vous savez, la première copropriété qui a été créée, les premiers bâtiments, sont ceux du Parc Noir. Et il se trouve donc naturel de commencer par le Parc Noir, d'autant plus que le Parc Noir est la seule de vos copropriétés qui est aujourd'hui en périmètre bâtiment historique, ce qui implique de très nombreuses conditions, de très nombreuses contraintes, mais aussi de très nombreuses aides en termes d'accompagnement de la part des Bâtiments de France. Nous allons donc nous fixer pour objectif de commencer par le Parc Noir sur ces rénovations, mais ça ne veut pas dire que sur les 3 autres copropriétés nous n'avançons pas, ça veut juste dire qu'il faut bien commencer par l'une. Et en l'occurrence, l'objectif est vraiment de pouvoir, dans la foulée, lancer les mêmes études sur l'ensemble de vos 4 copropriétés, pour pouvoir ensuite rechercher les subventions ensemble. J'en ai déjà beaucoup dit, et il me sera beaucoup plus précieux de répondre à vos questions que de continuer un long monologue, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois où la ville va faire un pas vers vous. Mais ce pas, il est possible parce que vous avez fait un pas vers nous. C'est l'histoire d'une rencontre. Mais au carrefour de cette rencontre, il n'y a rien de possible si nous n'avons pas un engagement, celui du bailleur. Alors je propose de passer la parole à 1001 vies, puisque vous êtes l'acteur d'une certaine manière au triangle des relations, et sans vous, on ne va pas y arriver. Alors bonsoir à tous. Donc en effet, nous sommes le bailleur qui est présent sur les 4 copropriétés, et aujourd'hui en tant que copropriétaire, soit membre du conseil syndical, soit en lien régulier avec les conseils syndicaux, la position qu'on a, c'est de vivre au rythme de chacune des copropriétés. Il y a des réponses qui sont communes, mais il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux d'aujourd'hui qui sont différents en fonction des copropriétés. Donc la position qu'on prend en tant que bailleur, c'est de se dire, c'est pas comme quand on est 100% chez nous, où on décide d'avancer au rythme qu'on veut et où on déploie un programme de travaux tel qu'on l'a imaginé. Aujourd'hui, on s'adapte en fonction de l'histoire de chacune des copropriétés et des besoins ressentis par les copropriétaires et les problématiques techniques qui sont rencontrées, qui sont vraiment différentes vraiment d'une copropriété à une autre sur le bâti principalement. On a voté ces dernières années systématiquement dans le sens de ce que voulaient les copropriétaires et de ce qu'ont porté les conseils syndicaux aux assemblées générales. Donc l'engagement que nous on prend, c'est justement de continuer cette démarche qui est initiée depuis quelques années, de se mettre au rythme de la copropriété. Il y a certaines copropriétés qui ont qui ont réalisé des travaux en chaufferie déjà cette année, d'autres qui ont voté une étude globale sur la rénovation thermique, d'autres qui traitent des pathologies qu'ils sont malheureusement, enfin là je pense à pâture, qu'ils subissent et qu'il faut faire avancer, d'autres qui sont plutôt sur les espaces extérieurs, les parties communes. Enfin voilà, on accompagne, en tous les cas, on ne veut pas être un frein, on veut pouvoir laisser chaque copropriété avancer. Par contre, ce qui est certain, c'est que nos locataires qui vivent au sein de ces copropriétés nous interpellent évidemment de manière très régulière sur les constats de ce questionnaire, sur des problèmes d'humidité dans leur logement. Et aujourd'hui, la réponse, on ne peut la gérer qu'à l'intérieur du logement du locataire, alors qu'on sait que pour traiter définitivement la problématique d'humidité, il faut traiter l'enveloppe du bâtiment. Donc, on sait qu'au bout du bout, il va falloir faire ces travaux de réhabilitation et rendre plus performants ces bâtiments. Donc nous, on le fera au rythme où vous le déciderez, mais en tous les cas, on est plutôt satisfait de pouvoir rentrer dans cette démarche et de se dire que les gens se sont beaucoup mobilisés. Et je sais, dans les différentes assemblées générales et lors des réunions des conseils syndicaux, que ce sujet de la rénovation est une préoccupation de tous. Donc, en étant ici assis aujourd'hui, c'est confirmer pour les locataires qui pourraient être ici présents, mais aussi pour tous les copropriétaires, l'engagement de 1001 vies Habitat à s'adapter à votre rythme et à accompagner toutes ces phases d'études qui vont être très importantes pour chacun d'entre vous sur la partie qu'est-ce que je peux avoir en tant que copropriété, mais qu'est-ce que je peux avoir en tant que copropriétaire individuellement, puisque les règles sont aussi capables de prendre en considération la situation individuelle de chacun des copropriétaires. Donc voilà, juste confirmer notre engagement.
Sans l'engagement du bailleur, évidemment, les travaux ne sont pas faisables. Que le bailleur prenne sa part, c'est naturel et je vous en remercie. Nous aurons l'occasion de toute manière de travailler ensemble puisque nous allons monter un pilotage qui sera composé du bailleur et puis des 4 conseils syndicaux, des 4 représentants des conseils syndicaux, afin de pouvoir mensuellement avancer, faire des points d'étape très réguliers et ensuite venir devant vous faire des comptes rendus également réguliers. D'ailleurs, parce que les problématiques de rénovation sont sensiblement identiques sur les 4 copropriétés, même si bien sûr que nous prendrons soin, et je reprends vos mots, de prendre en compte les différences et la vitesse évidemment de chacune, il me semblera essentiel de pouvoir tenir, puisqu'aujourd'hui je vous avais dit en introduction que c'était les premiers états généraux, des réunions régulières. Et d'une certaine manière, il y a une façon de faire quand on veut avoir des réunions très régulières, c'est de structurer les 4 copropriétés dans ce que nous allons appeler un quartier. Et ce quartier, eh bien, nous organiserons des réunions de quartier, et ces réunions de quartier, elles seront la suite des états généraux. Elles sont pilotées par Carole Godard. Nous aurons l'occasion au prochain conseil municipal de voter la charte des conseils de quartier, et le premier réunion de quartier seront celles de vos quartiers. Au-delà de ces points qui permettront de vous donner de la visibilité sur la vitesse, sur les priorités, sur qu'est-ce que ça veut dire financièrement, combien moi ça va me coûter, puisqu'aujourd'hui c'est encore un peu tôt pour répondre à toutes ces questions, mais on répondra à toutes celles que vous nous poserez, eh bien c'est important de vous dire que aujourd'hui c'est un point de départ. Aujourd'hui on lance la machine. Nous avons l'appui du bailleur, nous avons l'envie des habitants, nous avons les problèmes que vous nous avez remontés. Maintenant, il n'y a plus le choix. Nous, on va se mettre au travail pour porter et financer côté mairie les premières études. Et au-delà, avec vous, nous allons pouvoir lancer pour de vrai la rénovation de vos quartiers. Sur cela, je vous propose de prendre vos questions. Et pour commencer, peut-être avant tout, de laisser la parole à nos 4 présidents des 4 copropriétés, si vous souhaitez dire un mot avant de pouvoir prendre les questions du public. S'il y a des demandes, n'hésitez pas. Et sinon, il y a des questions derrière. Donc, je suis Evelyne Tiercelin de Pâture. La première question que je voulais vous poser sur la rénovation, vous allez faire une étude sur une rénovation globale ou simplement sur la rénovation énergétique des copropriétés? Globale. Globale, d'accord. Vraiment. C'est important puisque nous avons besoin vraiment du diagnostic global de l'ensemble de vos 4 copropriétés, oui. D'accord. Il y a des mains qui se lèvent. On va prendre toutes les questions. Alors, il y avait le monsieur. Ah, ok. Alors, bonsoir, moi je suis sur le Parc Noir. Il y a eu des diagnostics qui ont été faits. Il y a eu des audits qui ont été faits et qui ont été donc payés par les copropriétaires. Donc j'aimerais bien savoir que vont devenir en fait tout ce travail et tout ce financement qui a déjà été fait. Est-ce que tout ça va être balayé d'un revers de la main et on va recommencer à zéro? Absolument pas. Et tous ces travaux sont essentiels et serviront de base à nos études. Ça va nous faire gagner de l'argent à tous et ça va nous faire gagner énormément, vous n'imaginez pas, énormément de temps. Vraiment. Mais aujourd'hui, pour pouvoir aller chercher les subventions à l'échelle de vos 4 copropriétés, nous avons besoin d'avoir une étude plus globale sur l'ensemble, surtout que les études ne sont pas les mêmes sur les 4. Il y a déjà des choses qui préexistent sur les 4, mais nous n'avons pas un diagnostic commun. Donc c'est ça que nous allons finaliser. C'est pour ça que ça ne va pas prendre non plus 2 ans, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de matière et vraiment c'est pour ça que je remercie vos conseils syndicaux en introduction. Mais ce n'est qu'une première étape. La deuxième, c'est vraiment cette étude. Et non, nous n'allons pas balayer d'un revers de la main, parce que sans ces premières études, je vais vous dire la vérité, financièrement, la ville n'aurait pas pu vous faire la promesse que je viens de vous faire ce soir. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vois des mains sur le côté. Merci. Je voulais vous dire, vous dites qu'il y a beaucoup d'aides, certainement,
mais il faut penser qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes âgées. Il reste toujours, il y a toujours un reste à charge. Et les personnes âgées, elles ne peuvent pas avoir de prêt. Hein. Ça, il faut y penser. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que vous êtes loin d'être la seule à le penser. Et je suis évidemment de votre avis. Ça va me permettre de préciser exactement l'étude que je parlais, que nous allons lancer. Ce que je veux être en capacité de vous donner, c'est que pour chacun d'entre vous, copropriétaire évidemment d'abord, de vous dire exactement ce qui sera à la fin à votre charge. Parce que si ce n'est pas possible, si ce n'est pas financièrement possible pour chacun d'entre vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ne sera pas possible en termes d'opération, ou que nous avons certaines personnes, des personnes âgées, mais pas que d'ailleurs, qui ne seront pas en capacité de financer et donc ils devront partir. Ce n'est pas souhaitable. L'objectif, c'est de pouvoir faire cette opération avec les habitants, pas contre les habitants, et surtout pas en faisant fuir des habitants. Surtout pas. Donc l'objectif, c'est d'avoir une étude qui va être en capacité de donner le chiffre pour chacun d'entre vous, et ensuite, concrètement, la soutenabilité vis-à-vis de vos portefeuilles. Parce que vous n'avez pas tous les mêmes situations financières, vous avez raison. Vous n'avez pas tous la même histoire non plus. Vous n'êtes pas tous là depuis la même durée. Vous n'êtes pas là non plus tous pour la même durée, par définition. Par conséquent, c'est important de pouvoir vous faire des diagnostics personnalisés. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des diagnostics qui ont été faits, mais nous n'avons pas quelque chose de global. Donc c'est ça que nous avons besoin de lancer, parce que nous ne pouvons pas, en plus, partir sur des études qui sont trop anciennes, puisque dans certains quartiers, pour ne pas dire sur les 4 copropriétés, il y a un renouvellement qui est quand même assez important. C'est pour ça que nous avons besoin de refaire une étude plus globale, qui intégrera tout ce qui existe, mais qui sera plus actualisée et plus personnalisée. L'objectif, je le répète, c'est qu'il n'y ait pas un seul habitant des Briques Rouges qui soit sur le côté. Et je voudrais en profiter, monsieur, vous aviez pris la parole au tout début, mais je voudrais en profiter pour aussi prendre votre avis. Moi, j'ai toujours une question qui me taraude. C'est toujours, quand on va parler demain, je ne sais pas à quelle échéance, de la rénovation des façades, je suis prêt à le faire à main levée, juste pour avoir une idée. Quels sont sans d'entre vous, je ne dis pas que ce sera une décision actée ce soir, mais juste par curiosité, qui est-ce qui, ici, souhaiterait garder les Briques Rouges en façade? Juste qu'on sache, qu'on voit à peu près. Voilà, c'est intéressant de savoir, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Merci beaucoup. Comme quoi, la Brique Rouge, ça reste une partie de l'identité, c'est intéressant. C'est peut-être ce qui nous réunit, finalement. Oui, je vois une main qui se lève. Et après, ici. Oui, toujours Parc Noir. Je voulais poser une question sur l'après, c'est-à-dire une fois que les travaux sont terminés, une fois qu'on aura de belles résidences, est-ce que le syndic pourra nous assurer d'entretenir ces résidences? Ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à présent. Alors, je vais laisser la parole évidemment à Milieu une Vie, mais juste pour être très précis, je pense que l'entretien, on ne va pas attendre les travaux, puisque les travaux, ça prendra du temps. Soyons très clairs, hein, c'est des questions d'années. Ce n'est pas un sujet de mandat. Moi, j'en fais pas un sujet de mandat. Ce n'est pas sur ça que je reviendrai vers vous dans 5 ans. Hein. C'est un sujet sur des années qui dépasse largement d'ailleurs le socle politique, puisque cela prendra du temps. Mais je vous en prie. Alors, que ce soit Parc Noir ou que ce soit les autres résidences sur lesquelles nous ne sommes pas syndic, je rappelle que les règles de la copropriété, c'est que ce sont les copropriétaires qui décident des travaux qu'ils souhaitent réaliser. Donc oui, votre syndic, ce qu'il doit faire, c'est mettre en œuvre ce que les copropriétaires souhaitent voir fait, mais ce n'est pas le syndic qui décide des travaux à réaliser, ce sont bien les copropriétaires, puisque c'est vous qui payez et ce n'est pas le syndic. Donc c'est important, je pense, de resituer le fait que chacun peut, chaque année, à l'ordre du jour d'une AG, proposer des résolutions à l'ensemble de l'Assemblée générale. Et il n'y a pas que le conseil syndical d'ailleurs, ou que le bailleur social qui peut être majoritaire parfois, qui décide de l'ordre du jour de l'AG. Donc c'est vraiment les copropriétaires qui sont les maîtres des choix des travaux. Et l'enjeu quand on est en copropriété, c'est d'être la majorité d'accord sur ces travaux pour que ces travaux puissent voir le jour. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on est là pour en parler, c'est qu'on n'a pas toujours
réussi à se mettre tous d'accord sur qu'est-ce qu'était la priorité de la copropriété et comment on pouvait le financer. Alors, je vais prendre une question à droite et après on reviendra au fond. Bonsoir. Je voulais me renseigner sur Internet pour connaître Mille et une vies. Et j'ai vu qu'il y avait un service patrimoine qui faisait un diagnostic de l'état. Oui. Je voulais connaître Mille et une vies Habitat. Donc j'ai navigué sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un service patrimoine qui faisait un état de l'état mobilier qu'ils achetaient. Je voulais savoir si vous aviez fait, quand vous avez fait la fusion, un état d'immobilier sur Verneuil, sur les briques rouges. Alors, excusez-moi, je refais ça parce que c'est mieux pour parler. Bonsoir madame. Non, parce qu'on n'a pas acheté le patrimoine. En fait, historiquement, ce patrimoine-là a été construit par un mouvement coopérateur ou coopératif dans les années 60. Alors ici, je pense qu'il y avait la structure Terre et Famille qui portait le dispositif. Et ce dispositif a tourné court pour plein de raisons historiques qu'on n'évoquera pas ce soir. Et dans les début des années 70, les habitants qui avaient construit ensemble ces résidences ont dû opter soit pour devenir propriétaires, et donc copropriétaires, soit elles ont pu bénéficier du statut du logement social de l'époque, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'un logement conventionné avec droit de l'aide au logement. Et donc ça a créé effectivement, dès le début, des copropriétés très particulières et quasiment uniques en France, où se sont côtoyés des gens qui, au départ, c'est ça le principe du mouvement coopératif, s'étaient mis ensemble volontairement pour habiter ensemble au même endroit. Donc ce qu'on entend aujourd'hui comme nouveau dispositif de développement de l'habitat participatif, ça date pas, c'est pas nouveau. C'est absolument pas nouveau. Et Terre et Famille a après intégré le groupe Richelieu. Le groupe Richelieu a ensuite fusionné avec le groupe Logement Français. Ce sont des apports d'actifs. C'est simplement, il n'y a pas d'audit d'acquisition. C'est simplement des immeubles qui des sociétés qui partagent leur patrimoine, qui est devenu Coopération et Famille dans le groupe Logement Français et qui, depuis maintenant 2018, s'appelle Mille et une vies Habitat. Donc il n'y a pas d'achat, il n'y a pas d'acquisition. C'est un héritage d'un patrimoine existant qui a constitué une grande partie de la société. Il y a d'autres questions au fond, et puis il y en a deux mains sur les côtés qui se sont levées. Oui. Simplement, bonsoir. Vous parlez de travaux qui vont durer très longtemps, et ça on s'en doute. Mais moi je pensais surtout aux gens qui en ce moment vivent dans des appartements très insalubres, où il y a une moisissure terrible. Moi je connais un couple avec 2 enfants. Il y a même des champignons sur leurs habits. Et moi je voulais savoir qu'est-ce que ça va devenir pour eux, parce que s'il faut qu'ils attendent des années, ça sera possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, copropriétaire ou locataire, c'est toujours la même question. Locataire. Locataire, il faut référer... Je connais des locataires. Maintenant, il y a peut-être aussi des... Je ne sais pas. La problématique, de toute manière, est partagée par les deux, soyons transparents. Pour ce qui est du locataire, pour le coup, je laisserai le bailleur très naturellement prendre les choses en main. C'est normal, s'il y a des problématiques d'insalubrité, que la chose puisse être prise en main. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est nécessaire. Pour les copropriétaires, la question est plus délicate, puisque par définition, il faut qu'ils prennent en charge leur propriété. Il y a des copropriétaires, pour en avoir rencontré, puisque vous savez, durant le porte-à-porte de la campagne, on était monté sur toutes les cages d'escalier, qui n'ont pas entretenu leur patrimoine. Et ben, c'est aussi à leur charge de le faire. Mais pour celles et ceux, en l'occurrence, où il y a urgence, nous avons à la mairie le Centre communal d'action sociale, le CCAS, et mon élu social est juste là. C'est notre job de vous aiguiller, de vous aider avec le bailleur, de vous aider avec les syndics, de vous aider lorsqu'il y a des vraies problématiques d'insalubrité. Je ne dis pas qu'on aura toutes les solutions, ça serait vous mentir, vous savez, c'est un sujet qui est complexe. Mais en tout cas, vous aider au maximum. Le bon numéro, c'est le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Il est situé au Champ-Clos. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des personnes qui ont ce type de problématique, à les y aiguiller, puisque c'est la meilleure manière de vous accompagner sur ces problématiques. Je voyais des mains qui se levaient sur le côté.
On revient devant après. En ce qui concerne les commerces, qu'en est-il? Parce que si on attend que l'étude globale soit terminée, ce ne sera pas bien. Absolument. Et vous avez tout à fait raison. Pour ce qui est des commerces de la Garenne-l'Étang, qui sont au niveau de la faisanderie, je voudrais vous dire plusieurs choses. Je voudrais vous dire que nous avions une crainte, qui était partagée d'ailleurs avec très nombreuses personnes ici, et très nombreux habitants, qui était qu'il y ait du squat, notamment sur le restaurant chinois. Nous avons été alertés très vite et très tôt, et nous pouvons dès ce soir, grâce au travail que nous avons fait avec Mille et une Vies, nous n'aurions pas pu le faire sans, vous annoncer que la mairie s'est réappropriée l'intérieur du restaurant chinois. Vous avez sans doute vu d'ailleurs l'extérieur qui a été refait par des graffitis de l'antenne jeunesse, pour redonner un coup de jeune, ou du moins éviter les graffitis moches qui y étaient. Et nous allons ouvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va se faire progressivement, puisque c'est toujours long à mettre en place, un ensemble à l'intérieur avec une épicerie solidaire, je vous en avais parlé depuis longtemps, mais aussi d'autres choses. Il y aura notamment des bureaux associatifs, notamment. L'idée est d'habiter le lieu tant qu'il existe. Nous savons très bien que le restaurant chinois et puis les commerces derrière n'ont pas vocation à rester ici, dans cet état, durant des années. Maintenant, étant donné qu'il y a les travaux à la faisanderie, que ces travaux, c'est 24 mois en général des chantiers, c'est long, et on ne va pas pouvoir mener les deux de front. On ne va pas pouvoir mener les deux énormes chantiers d'un côté du parking et puis l'autre, parce que sinon, vous allez pour le coup vous rebeller, vous auriez bien raison, ça va devenir invivable si on lance des chantiers dans tous les sens. L'objectif est donc de laisser finir les chantiers respectivement de Bouygues et Gambetta du côté de l'ancien garage Peugeot, et puis en même temps de commencer à laisser travailler le conseil syndical, le bailleur, et puis nous, ville, nous sommes dans le process puisqu'il y aura la fin des permis de construire, le cas échéant, s'il doit y avoir un jour autre chose, ou même s'il faut simplement raser le restaurant chinois et les commerces derrière, puisque nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état sur du très long terme. Mais aujourd'hui, pour l'instant, vous savez, donc d'un côté le projet sur le restaurant chinois, et puis de l'autre côté, il y a toujours le kiosque qui existe toujours et qui est toujours ouvert et qui fait office de commerce, de seul commerce de ce lot. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous n'allons pas lier, et je pense que c'est important, la rénovation avec le sujet des commerces. Ce sont des sujets qui sont à part, comme l'accessibilité et la sécurité. C'est pour ça que je voulais les mettre à part pour les écarter, puisque ce n'est pas le cœur de notre sujet de ce soir, et j'ai envie de dire tout court. Il y avait des mains devant. Bonsoir, résidence La Garenne. J'aurais une question par rapport au planning. Quand est-ce qu'on doit attendre, pas des résultats, mais au moins la fin des études pour se synchroniser aussi de notre côté au niveau des travaux, etc. Voilà. Quand est-ce qu'on a des informations la prochaine fois sur cette rénovation et sur les actions de la mairie sur le sujet? Alors, dès lundi, vous allez recevoir un email pour pouvoir organiser une réunion des 4 représentants des conseils syndicaux. L'objectif étant de se mettre bien ensemble, alignés sur le planning. Je ne veux pas vous donner des dates trop précises, parce que si on a du retard, vous allez, et vous aurez raison, me taper dessus. Mais au-delà de la blague, ce que nous avons en tête, c'est vraiment de sélectionner le prestataire pour Noël, pouvoir lancer l'étude à partir de début janvier, et l'avoir ensuite, on va espérer, au moins sur le début, avant la fin de l'été. Pour être en capacité, avant la fin de l'été, au moins de revenir vers vous avec des premiers résultats qui nous permettront d'avancer. Je ne dis pas que ça va être tenu parfaitement, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué. Les marchés publics dépassent largement les volontés politiques. Mais cela dit, ça nous permettra d'avoir un premier canevas sur lequel travailler ensemble. Vraiment, de toute manière, il faut qu'on avance vite, parce que, bien sûr, le sujet est urgent. Mais en même temps, plus on prendra de temps au moment de l'étude, plus on sera soigneux sur le lancement de tout ce qui est préliminaire, mieux on sera efficace sur la durée, parce que plus on arrivera à avoir des études précises, plus on aura de subventions, et plus ça sera facile pour l'ensemble des habitants. Vraiment. Je vous en prie. J'ai une question à Mille et une Vies Habitat. Je souhaiterais savoir leur position financière. Aujourd'hui, on a voté pour des études sur la rénovation globale. Si demain, à la fin des études, on saura que la prime rénov et l'ENA seraient insuffisants justement pour aider les personnes âgées ou les retraités ou les personnes en difficulté, je souhaiterais d'abord savoir quelle est leur position, quelles propositions, quelles solutions ils prévoient.
J'ai bien entendu tout à l'heure, vous disiez, oui, c'est nous, les copropriétaires, qui allons décider. Oui, bien sûr. Sauf qu'on est sur le réel, sur le terrain. On sait bien que 1008 Habitat, aujourd'hui, ils ont la majorité. On essaie de sensibiliser tous les copropriétaires pour qu'ils viennent un peu plus souvent et voter. Ça sera plus facile, mais bon, ça, c'est un projet sur le moyen terme. Et ma deuxième question, c'est une question à Monsieur le maire. Vous dites, vous allez nous aider, vous apporter des subventions. Je voudrais savoir ces subventions étatiques, comment elles peuvent aider des bâtisses privées. Voilà. Bien sûr. Merci. Monsieur Madarieux, oui ou non, allez-vous accompagner la rénovation des briques rouges? Je pense que Mireille Bertrand a été assez claire. Si on est là, c'est pour effectivement marquer notre engagement dans cette démarche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les copropriétaires, essayer de trouver des idées peut-être un peu nouvelles, en tout cas apportez-nous directement des fonds, c'est pas possible, puisque c'est de l'argent public qui ne peut pas bénéficier à des propriétaires privés, mais voilà, après il y a d'autres solutions éventuellement pour trouver des moyens financiers pour une copropriété comme les vôtres. Il faut étudier ces possibilités. Il y a notamment ce qu'on avait envisagé à une époque sur Garenne-Étang, qui était de vendre une partie des charges foncières. Ça peut ramener aussi de l'argent qui permette de financer les travaux. Voilà, il faut aussi peut-être envisager d'autres sources de financement à terme. Mais ça, pour ça, il faut avoir un programme de travaux, il faut avoir une volonté, il faut avoir une planification de ces travaux, de savoir lesquels sont les plus urgents. Et puis après, effectivement, il faudra mettre en face les moyens financiers qui pourront tous nous aider à les réaliser. En tout cas, on sera au rendez-vous. On vous a pas entendu, vous n'étiez pas face au micro. En tout cas, on sera au rendez-vous. Voilà. Je voudrais rebondir sur une question qui m'a été posée et qui est essentielle. Tant que je serai maire de Verneuil, je ne laisserai pas construire de l'immobilier sur les terrains, l'ancien terrain de foot et les 2 terrains de tennis de la Garenne-l'Étang. C'est un sujet qui c'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce que c'est dans la balance? La réponse est non. D'abord parce que les habitants ne le souhaitent pas, mais aussi parce que nous ne souhaitons pas densifier ces lieux et c'est pas comme ça qu'on va financer la rénovation. Je dis pas que voilà, il n'y a pas des choses qui peuvent être réfléchies. Les lieux des commerces qui aujourd'hui sont abandonnés, là oui, il va bien falloir faire quelque chose. On ne va pas laisser ça en l'état. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais en tout cas, la réponse est non sur la bétonisation de ces espaces. Oui. Alors attendez, on va prendre le micro. Donc, par contre, concernant Pâture, on a une position très différente, vous le savez, de la majorité des copropriétaires. Si à la fin, quand vous aurez fait l'étude, qu'il y aura tous les chiffres que Pâture connaît déjà un petit peu, parce que nous, on a fait l'audit énergétique et on a déjà une idée de ce que ça va nous coûter. Si vous n'avez pas trouvé l'ensemble du financement, s'il reste beaucoup de gens sur le carreau, est-ce que le terrain qui reste, que nous souhaitions vendre pour financer cette rénovation, est-ce qu'il peut revenir à l'ordre du jour dans le cas où vous n'avez pas trouvé d'autres solutions pour financer cette rénovation? Je vais vous répondre clairement et je vais en même temps répondre à la question de madame, puisque c'est la même d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous sommes à un moment inédit, au-delà de Verneuil, où l'État s'engage sur les plans de relance, sur l'accompagnement sur les questions de logement, et à identifier vos copropriétés comme l'exemple même de ce qui passe à travers les mailles du filet. On n'est pas en QPV, on n'est pas en dispositif d'accompagnement, on n'est dans aucun dispositif d'État. C'est dans cet esprit-là que je travaille quasi au quotidien avec les 2 ministères de la ville et du logement pour essayer de trouver des nouvelles solutions pour qu'on puisse enfin réintégrer des dispositifs et éviter d'attendre que ça se dégrade tellement pour qu'on dise dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que ça soit tellement dégradé qu'on puisse enfin obtenir du QPV pour pouvoir améliorer les choses. On ne va pas attendre que ça se dégrade pour prendre les choses en main. Cette position, elle n'est pas partagée que par moi, elle est vraiment partagée par le gouvernement. Ça veut dire qu'il va falloir être un peu innovant, c'est clair. Ça veut dire que les dispositifs dont on parle, ils n'existent pas forcément aujourd'hui, et c'est sûr que ça peut un petit peu inquiéter. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas trouver des solutions. Maintenant, évidemment,
Évidemment que si on ne trouvait pas de solution, mais je ne pars pas de cette idée, moi je ne pars pas du constat d'échec, je n'ai pas envie qu'on parte sur des constats comme quoi on ne va pas y arriver. Je crois au contraire qu'on est plutôt bien parti pour y arriver. Mais évidemment, si on est en constat d'échec, tous les moyens devront être utilisés pour permettre d'améliorer le quotidien de nos habitants, évidemment. Donc on ne va pas idéologiquement se dire qu'on se met des freins par définition. Cela dit, ce n'est pas le choix aujourd'hui que je souhaite privilégier. J'ai toujours dit que j'étais contre la bétonisation et par conséquent, je préférais qu'on trouve des solutions alternatives et notamment des accompagnements de l'État. De la même manière que le bailleur a dit qu'il sera au rendez-vous, que la ville sera au rendez-vous, l'État le sera aussi, je l'espère. Il y a des mains qui se lèvent de part et d'autre ? 1, 2, 3 ? Oh, peu importe. On va tout prendre de toute façon, ne vous inquiétez pas. Bonjour, je suis du conseil syndical de Bazincourt. J'avais une question par rapport au bailleur social Mille et une Vie Habitat concernant les personnes, et ça a été évoqué plusieurs fois, qui ont des problèmes d'humidité importants dans leur logement et qui n'ont pas de réponse et qui sont amenés pour contraindre le bailleur à intervenir, à engager des procédures qui coûtent forcément cher. Donc, est-ce qu'à un moment donné, le bailleur social va pouvoir entendre leurs locataires qui ont ces problèmes d'humidité et qui n'ont pas de réponse? Nous, dans notre résidence, on a eu le cas à 2 reprises. On en a peut-être d'autres qu'on n'a pas encore identifiés. Et où nous, en tant que conseil syndical, on a interpellé le bailleur. Et aujourd'hui, la personne pour laquelle on a interpellé à plusieurs reprises n'a toujours pas de retour du bailleur social. Donc, en termes de réactivité, c'est un petit peu problématique. Alors, je partage avec vous. Je ne sais pas de quelle situation vous parlez, mais c'est pas normal, en effet, qu'ils n'aient pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est que sur Verneuil, on a fait faire on a des bâtiments qui sont finalement un peu différents en fonction des endroits. Sur Verneuil, Garenne étant, on a quelques bâtiments qui ne sont pas construits de la même manière. Cet été, on a fait faire différentes études parce que on faisait la même chose dans tous les logements. On créait le même dispositif de ventilation individuelle, puis après on repeignait, tout ça. Et il s'est avéré que ça ne fonctionnait pas forcément systématiquement bien. Donc on a demandé à un prestataire de nous donner de la méthode, de nous trouver différentes méthodes en fonction des différentes copropriétés sur Verneuil pour essayer de faire au mieux. Je rappelle juste que malheureusement, on ne peut intervenir qu'à l'intérieur du logement. Donc on ne traite pas le fond du problème quand on est sur un problème de pignon, quand on est sur un problème... On sait qu'on est en train de mettre un pansement à l'intérieur du logement et que globalement, dans 2-3 ans, les locataires risquent de retrouver la même problématique que celle qu'on traite. Aujourd'hui, sur Verneuil, on a à peu près une vingtaine de logements en travaux en cours sur des problèmes d'humidité. Donc, ce n'est pas une volonté de ne pas faire. C'est sûrement un problème de communication. Je ne sais pas pourquoi, mais volontiers, on se voit à la fin de la réunion pour que vous me donniez les informations. Plus globalement, pour toutes les personnes présentes ici qui auront des questions plus personnelles, plus singulières, je vous propose de voir à la fin directement avec le bailleur et de pouvoir en parler directement. C'est l'occasion, évidemment. Il y avait d'autres mains qui se levaient ? Oui. Alors moi, j'ai une question et un constat. La question d'abord, donc on parle de rénovation du quartier des Briques Rouges, on va l'appeler comme ça. Il y a des villes où on fait des réhabilitations de quartiers et on est pris en charge à 100% ou on est pris en charge assez globalement, non pas par personne, mais sur le quartier. Donc on parle bien de quartier. Donc ça veut dire qu'on ne met pas le prix en fonction de la personne qui y vit à l'intérieur, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et il y a une chose qui me choque, depuis tout à l'heure on parle de personnes qui sont soit à la retraite, soit en difficulté, donc ça j'ai oublié d'entendre, mais tous les retraités ne sont pas en difficulté. Les personnes qui ont aussi acheté il y a 10-15 ans ont payé le prix fort, ils payent encore des crédits aujourd'hui, ceux qui ont acheté il y a 10 ans, ils payent aussi des crédits. Donc il n'y a pas uniquement les personnes qui sont retraitées, qui ont certainement pu payer de loyer, de traite depuis 20 ans, qui certainement mettent de côté. Donc à un moment donné, il faut avoir un ensemble un petit peu global. Il n'y a pas que les retraités, les personnes en difficulté. Les personnes en difficulté, il y a une grosse partie qui sont en location et qui ne sont peut-être pas propriétaires. Ou alors s'ils sont propriétaires, là, eux, il faut les aider, d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un ensemble de personnes normaux, qui sont peut-être ici pour la plupart, qui payent leur crédit aussi, donc ils ont aussi besoin d'être aidés comme les autres. Bien sûr, vous avez raison. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de critère d'âge, il n'y a pas de critère... J'ai envie de dire, le seul critère, c'est celui des revenus. Par contre, pour ce qui est de quartiers qui sont pris d'un seul bloc, je suis prêt à ce qu'on en discute à la fin, parce que si vous avez des exemples, je suis très intéressé. Moi, je ne connais pas. J'ai pas entendu, pardon.
Vernon, on regardera le cas, mais je pense que c'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais on regardera ensemble, oui. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois des mains encore. Une, deux. Enfin, c'est encore moi. Deux petites questions. Alors, la première, donc, est-ce que vous pouvez être juste un peu plus précis sur la prise en charge de l'étude, en fait, parce qu'il y a une dame aussi qui l'a dit tout à l'heure, il y a des études qui ont déjà été votées et qui ont été budgétisées par les copropriétés. Donc, est-ce que du coup, vous les prenez en charge ou bien c'est d'autres études dont vous parlez et voilà. Déjà, ça, malheureusement, j'aimerais bien pouvoir tout prendre en charge, mais vous savez que les finances de la ville sont déjà très limitées et que l'objectif est d'éviter d'augmenter les impôts. Par conséquent, non, nous n'allons pas pouvoir prendre en charge des études qui ont été votées. Ce que nous allons prendre en charge, c'est une étude globale sur vos cas de copropriété. C'est déjà un très très gros effort de la part de la ville. J'ai envie de dire un effort non seulement conséquent, mais probablement c'est la première fois en fait que ça se fait, tout court. Donc déjà, on va se limiter à ce périmètre pour aller chercher les subventions et se battre pour vous. On ne va pas tout pouvoir prendre en charge, clairement. Et ma deuxième question, c'était, il me semble qu'il y a eu le Salon des maires il n'y a pas très longtemps. Et je voulais savoir si du coup, vous avez eu l'occasion de discuter avec des confrères qui potentiellement avaient les mêmes difficultés que vous dans leur municipalité et s'ils avaient trouvé des solutions. Voilà. Alors, en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans le cas de vos ensembles, c'est que la question, elle ne se pose pas qu'à Verneuil. Le bâtiment, la typologie des bâtiments dits en briques rouges, c'est les mêmes problèmes qu'on a à Melantin-Paradis, c'est les mêmes problèmes qu'on a à Aubergenville, et puis au-delà, c'est le même problème qu'on a sur de très nombreux autres endroits. En l'occurrence, vous avez raison de le mentionner, au Salon des maires, l'IACT est une des grosses problématiques mises en avant, écologie et transition avec les questions notamment thermiques. En l'occurrence, le problème existe. J'ai rencontré des élus de Marseille comme de Bordeaux, du Bordelais, pardon, qui ont les mêmes problématiques. La vraie différence, c'est que généralement, il y a des solutions simples. Mais comme le disait M. Madelrieux tout à l'heure, la singularité des briques rouges à Verneuil, c'est que nous sommes dans du volatile. Ce n'est pas que des locataires, auquel cas c'est facile, c'est le bailleur qui prend en main. Ou ce n'est pas que des copropriétaires, auquel cas ce n'est pas facile, mais on trouve des solutions. On est dans un cas de figure qui est singulier parce qu'il y a des copropriétaires, des locataires, de manière entièrement mixte sur l'ensemble de vos bâtiments. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas parce que c'est plus compliqué qu'on ne va pas trouver des solutions. C'est juste que c'est plus compliqué. Il y avait des mains qui se levaient là. Il y a deux mains. Oui, je me permets juste de réintervenir un petit peu sur le projet des commerces. Donc moi j'habite les Saules et donc il y a quand même beaucoup de personnes de mon bâtiment qui s'inquiètent quand même par rapport à la circulation qu'on va pouvoir avoir au niveau du pignon des Saules si on se met à construire énormément de bâtiments à ce niveau-là, quoi. Donc effectivement on a entendu parler qu'on pourrait mettre en place un bâtiment dans notre copropriété à la place des commerces avec des logements et puis des commerces en bas. Bon, c'est un projet en fait qui nous au Saules on est un petit peu, enfin les personnes que je connais un peu hostiles. Soyez tranquille parce qu'on ne fera rien contre vous. C'est-à-dire on travaillera avec le conseil syndical. On travaillera avec vous. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des projets qui sortent sur lesquels vous soyez opposés. Oui, bien sûr, mais disons que si ce projet était accepté par une grande partie de la copropriété, c'est quand même quelque chose qui nous inquiète pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est déjà très dense à ce niveau-là, au début de la copropriété, près de la route. Il y a d'autres bâtiments qui se construisent en bas. On ne va plus pouvoir circuler parce que déjà le nouveau bâtiment Bouygues qui se construit, le portail, j'avais déjà évoqué ça lors d'une réunion, le portail d'entrée de leur immeuble va donner sur notre parking qui est partagé pour moitié avec vous. Ce qui fait que les personnes, pour entrer chez elles, c'est 90 logements qui se construisent, vont emprunter notre allée qui est privée pour aller chez eux. Et on va se retrouver énormément au feu rouge. Alors lors d'une réunion, donc la réunion qui avait eu lieu avec Bouygues Immobilier en e-learning, en visioconférence, au mois de juin, il nous disait faut demander à la mairie pour qu'ils mettent un rond-point à la place. Donc voilà, c'est la solution qu'on nous donnait.
Et puis la densité, ça amène aussi, il faut le dire, beaucoup plus de personnes, donc des nuisances sonores, forcément, plus il y a de monde, plus il y a de personnes. Et moi, je suis aussi très attachée à la nature, et j'ai remarqué que sur cette zone où il est possible de construire ce bâtiment, il y a un ginkgo. Le ginkgo, c'est une espèce d'arbre qui est protégé à l'échelle mondiale, et je ne voudrais pas qu'on le détruise pour faire un bâtiment. Je vais vous répondre de manière très simple. Premièrement, aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Puisque tant qu'il n'y a pas la finalisation des projets de Bouygues et de Gambetta qui sont du côté Fézandrie, là où il y avait l'ancien garage, très honnêtement, on ne peut pas réfléchir à des travaux. Deuxième chose, la densification, vous savez mon point de vue, je suis plutôt opposé. Maintenant, je pense que tous ensemble, on peut dire que garder l'état actuel des commerces et du restaurant chinois, ce n'est pas non plus la bonne solution. Non, bien sûr. Donc il va falloir qu'on travaille ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et d'autres commerces, à la rigueur, mais en gardant un niveau et des commerces. Mais moi, je suis opposé à rien. On pourra en reparler après de manière plus posée. Après, il y a des questions de financement. Et là, elles seront beaucoup de votre côté aussi. Et puis, ça sera l'occasion aussi de voir plus globalement comment on peut résoudre les questions d'accès. Parce que vous avez raison quand vous dites que ça s'engorge, qu'il y a des problèmes de stationnement, etc. Ce n'est pas pour rien que je me suis engagé ce soir à faire, en plus de la rénovation, une étude sur les circulations, la mobilité et les accès. C'est parce qu'on sait très bien que c'est le problème de la Garenne et que ce problème de la Garenne-l'Étang, c'est le problème de la ville. Vous avez 2 écoles élémentaires, une école maternelle qui est enclavée dans votre quartier. Et il n'y a pas que des gens de vos quartiers, des Briques Rouges, qui vont dans ces écoles. Il y a un droit de passage de la mairie par chez nous, quoi. Et ça veut dire qu'on a vous habitez aux Clairières, vous voulez aller au collège, ou vous voulez aller à l'école élémentaire, vous passez nécessairement par vos quartiers. Parce que c'est le chemin, il n'y a pas de raccourci. Par conséquent, évidemment qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à ces mobilités. C'est pour ça que dès les prochains jours, dès les prochaines semaines, on va lancer cette étude préliminaire sur les accès, la circulation, les mobilités. Parce que je dois vous dire une chose supplémentaire sur la Garenne-l'Étang. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. La Garenne-l'Étang est une copropriété qui est particulière. Pourquoi ? Pour la raison qui expliquait ma présence à la dernière AG. C'est que la mairie est copropriétaire. Vous parlez des chatons ? Canetons. Des canetons, pardon. Parce que nous avons... C'est un autre animal. C'est parce que nous avons une crèche et nous sommes copropriétaires au titre de la crèche. Et par conséquent, nous avons nous-mêmes, pour nos agents, mais pour les parents et plus globalement pour le quartier, des questions d'accessibilité, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas facilement avoir des accès pompiers, avoir des accès parents à la crèche. C'est compliqué. Ce sont des réalités terrain. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que sur ces sujets qui sont plus complexes et qui concernent à chaque fois qu'une seule copropriété, on puisse faire des réunions dédiées. Mais globalement, oui, ce sont des questions à prendre ensemble à bras-le-corps, bien sûr. Et il n'y a pas des solutions qui sont pour l'instant sur table. Il n'y a aucun projet ficelé sur aucune de vos copropriétés aujourd'hui côté mairie. Rien. Merci. Quelques mains supplémentaires ? Bonsoir, je suis résidente à la Garenne-l'Étang. Tout à l'heure, vous parliez des partenariats que vous allez mettre en place, mais il ne me semble pas avoir vu le nom de notre syndic Foncia, que vous avez rencontré quand vous êtes venu à l'AG. Et ça me semble important de les inclure, d'autant plus qu'il y a quelques semaines, ils nous ont proposé à l'AG de voter pour une étude qui va nous coûter très très cher et qui semble assez proche de ce que vous proposez aussi, c'est-à-dire de faire une estimation des coûts, des subventions et du reste à charge pour tout le monde. En l'occurrence, de la même manière, sur la slide n'était peut-être pas suffisamment complète, mais dans les partenaires, il y a les conseils syndicaux et il y a les syndics, évidemment. En l'occurrence, on travaille avec Foncia qui est intégré aux réflexions, on ne pourra pas avancer sans l'ensemble des parties prenantes. Okay. Bien sûr. Merci. Et l'idée, c'est que ces études, elles sont complémentaires. On pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez, peut-être pas en plénière, mais on pourra dans le détail rentrer, bien sûr. Ok, merci. Malheureusement, si c'était des sujets simples, ça serait simple de répondre, mais parfois, ça prend du temps pour répondre à des sujets certes complexes. On ne vous entend pas, attendez. J'arrive pas. Attendez. Une chose qui m'étonne, c'est que, vous voyez, à la Garenne-l'Étang, tout le monde rentre. Mais il n'y a que les personnes qui habitent là qui payent la dégradation des trottoirs,
le nettoyage, je trouve que c'est pas normal. Tous les dégâts, c'est à notre charge. Alors, si tout le monde rentre, il faut que tout le monde participe. Hein. Alors, je vais vous répondre de manière très simple. Évidemment, à partir du moment où une copropriété est ouverte, tout le monde peut rentrer et tout le monde peut vivre le quartier. Ça a des points négatifs, des problématiques de nuisance, etc., que ce soit les trottoirs, les voiries, les espaces verts qui peuvent être abîmés, mais c'est aussi des avantages. Je vais reprendre les mots qui étaient utilisés tout à l'heure par Madame la Commandant. En l'occurrence, quand vous avez des copropriétés qui sont ouvertes, vous avez moins de problématiques de sécurité. Et on peut regarder sur la ville. Vous prenez par exemple les Gros Chênes. Je ne dis pas que c'est parfait, loin de là. Il y a encore eu des risques récemment, vous le savez, à côté des clairières. Mais néanmoins, quand les espaces sont ouverts, la police intervient plus facilement et par conséquent, c'est plus simple. Maintenant, il y a des nuisances à la clé. Donc c'est un choix. Et ce choix, c'est un équilibre. Et cet équilibre, il va être peut-être différent entre la Garenne et le Parc Noir, entre les Pâtures et Koenig, entre l'ensemble de nos copropriétés dans la ville. Nous avons des copropriétés qui sont aujourd'hui en train de travailler à des logiques d'ouverture. Nous avons des copropriétés qui sont dans des logiques de fermeture. Moi, peu m'importe. En tant que mairie, je suis là pour accompagner chacune des copropriétés. Lorsqu'ensuite il y a des questions de sécurité, des dégradations, etc., je ne suis pas là pour remplacer vos conseils syndicaux, encore une fois. Par contre, si on peut travailler mieux ensemble, je suis favorable. Si demain il y a la possibilité, parce qu'il y a une copropriété qui décide de mettre, par exemple, de la vidéoprotection à l'intérieur, je sais que c'est un des sujets sur certaines des copropriétés, eh bien, si demain vous souhaitez, parce que le conseil syndical le souhaite, le brancher sur le système communal, parce que c'est plus simple, pourquoi pas? On est là pour faciliter. Et c'est d'ailleurs mon rôle. Quand je disais chef d'orchestre tout à l'heure, moi, je ne suis pas là pour vous remplacer. Je suis là pour être l'huile dans les rouages. On va prendre encore quelques questions? Oui. Et après, madame. Attendez, il y a monsieur qui a le micro et après, on prend votre question, madame. Oui, donc, c'est pas vidéoprotection, c'est vidéosurveillance qu'il faut dire. Donc, en fait, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a déjà vécu en 2013 avec M. Totou. On a eu le même genre de réunion, donc, avec des projets aussi, des promesses aussi, mais avec des contreparties. Mais bon, soit. J'ai une question, monsieur le maire. C'est-à-dire que là, on sait que la capacité du CES va sans doute augmenter d'une centaine d'élèves. Vous nous avez dit que le terrain de foot serait préservé. Est-ce qu'il y a, donc c'est une question, hein, est-ce qu'il y a un projet de route envisagé derrière, donc du côté du terrain de foot, jusque donc l'immeuble Coubertin, justement pour désenclaver le CES? Le CES, vous parlez du collège? En l'occurrence, ce projet de route, excusez-moi, mais ce n'est pas ma compétence. Hein, la voirie, elle est de la copropriété. Si la copropriété ne souhaite pas ouvrir, ça ne sera pas ouvert. Ce n'est pas à moi de décider, ça. Donc, projet, ça, c'est à vous de voir en conseil syndical. Hein. Il y avait madame qui avait une question. C'est vous, je suis désolé, le micro arrive. D'accord, bonsoir, j'habite le Parc Noir. Et par rapport à cette question d'ouverture et fermeture, vous dites que c'est avant tout une décision au niveau de la copropriété, mais je crois qu'il y a quand même une configuration très particulière sur Verneuil qui fait que je pense que la ville ne peut pas se dissocier de cette réflexion complètement parce que ça engage vraiment des points sans trop de circulation entre les différentes zones commerciales, par exemple, pour l'ensemble des citoyens de la ville de Verneuil, que ce soit les traversées de la Garenne pour aller aux écoles, que ce soit la traversée du Parc Noir qui est très centrale pour aller d'un point commercial à l'autre. Moi, je connais énormément de personnes et de personnes âgées, entre autres. Faut voir le trajet qu'ils vont faire, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, pour contourner ces résidences. Donc, je voulais amener un petit peu une contre-voix à ce que vous dites. Mais je suis d'accord. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas combien moi j'ai un avis en tant que ville. Et même en tant qu'habitant, moi j'habite à côté du Grand Auchan. Quand j'allais au collège, vous m'expliquez comment on y va à pied, sans passer par chez vous? Ça, moi, je vois tous les enfants avec les cartables traverser la Garenne. C'est ce qu'a fait d'ailleurs, je crois que la tentative de fermeture n'a pas duré. Hein. Mais je ne suis pas là pour juger, parce que je ne suis pas là vraiment pour accompagner. Je parle de travail en commun avec la ville. Bien sûr. Et je ne sais pas, moi, quelles sont ces possibilités-là. C'est-à-dire que la dame dit, les gens empruntent ce chemin. Moi, mon idée, c'est, je suis pour que ça reste ouvert.
Mais effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un partenariat qui peut se faire avec la ville? Moi, ce que je pour vous propose, l'entretien, c'est de ne peut-être pas changer le statut de ces lieux. Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est complètement impossible. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas essayer d'avoir des idées ce soir. On va lancer cette étude sur l'accessibilité, on va voir ce qu'il en ressortira, on vous les présentera à vous. Et ensuite, une fois que vous les aurez en main, vous serez souverain pour décider quelles sont les possibilités. Nous, on vous dira ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que financièrement, la ville ne peut pas toujours tout assumer, mais on sera très clair avec vous sur comment on peut vous accompagner. C'est toujours la même chose, c'est que quand on parle d'accessibilité sur une ville comme Verneuil, si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrivera pas. Mais d'une certaine manière, il faut vraiment dissocier les deux. Rénovation d'un côté, accessibilité de l'autre, c'est ce que je fais. On lance l'étude tout de suite sur l'accessibilité sur la Garenne et on lance sur la rénovation sur nos 4 copropriétés. Ça nous permet d'avancer, ça vous permet d'avoir des résultats rapides et plus globalement, ça vous permet d'avoir l'assurance que la ville va vous accompagner, tout comme le bailleur s'est engagé auprès de vous ce soir. D'accord, merci. Je vous propose de nous arrêter là et de laisser chacun d'entre vous. Il y avait une dernière question? Allez, une dernière question. Et puis ensuite, comme ça, vous pourrez venir poser vos questions plus en direct, si vous le souhaitez. Pardon, madame, je ne vous avais pas vu. Merci, il n'y a pas de mal. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'habite à Allée de la Source. Il y a encore 20 ans, de l'Allée de la Source, on pouvait aller à pied, à travers bois jusqu'au Mureau. C'est plus possible, parce qu'on a des grillages partout. Alors, on ne va pas en rajouter quand même. On ne va pas se mettre chacun dans un enclos comme des moutons. Entendu. Chacun, de façon, a son avis sur le sujet. Je voudrais juste terminer en soulignant une chose importante, puisque, madame, vous avez dit quelque chose tout à l'heure sur les aménagements routiers. Il me semble important de préciser que lorsqu'il s'agit, par exemple, à la Faisanderie, des ronds-points au niveau de l'ancien garage, ce n'est pas de la compétence de la ville, mais du département avec qui nous travaillons sur les sujets du réaménagement global du boulevard André Malraux. De la même manière, les voiries, c'est aussi, lorsqu'elles sont communales, en fait, la question de l'intercommunalité. C'est pour ça que nous allons travailler avec l'ensemble des partenaires, sans quoi nous n'aurons pas des solutions. Sur cela, je vous remercie, puisque nous avons été capables, pour la première fois, d'avoir ces états généraux dans le calme, avec un vrai dialogue, et c'est donc un bon coup d'envoi pour la rénovation de vos quartiers. Merci.